Bonjour à toutes et tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 7e numéro du séminaire d'histoire de jeux vidéo en Belgique, ici à l'Université de Liège, avec en plateau Christophe Laduron, qui me fait le grand plaisir de nous avoir rejoints, mais aussi les étudiants du Master en art du spectacle qui ont pris l'option histoire du jeu vidéo. Bienvenue à toutes et tous, merci d'être là nombreux. J'espère que cette pause qui nous a occupés entre le mois de juin et maintenant ne nous permettra pas, nous permettra de rester en forme et de rester alignés. Je cafouille déjà, donc on verra. J'ai donc le plaisir de recevoir Christophe Laduron, qui a une triple casquette, qui est d'une part enseignant à la HEAJ, la Haute École Albert Jacquard, qui forme des masters en jeux vidéo. Ouais. Qui est aussi CEO et game producer de Polygon Valley, qui est un jeune studio indépendant belge que tu as eu l'occasion de fonder il y a quelques mois. Ouais. Quelques mois, voilà. On va y revenir. Et qui est aussi membre administrateur de Walga, et qui s'occupe notamment de Walga Edu. Ouais. Bienvenue, merci de te plier à ce petit exercice. On va finir par trouver un rythme, donc on se lance gentiment. Je vais te poser des questions dans l'ordre chronologique. On va essayer de retracer en fait ton parcours de joueur et peut-être de développeur, avec cette partie enseignement qui a pris pas mal de place au fur et à mesure et qui t'a permis finalement de te replonger dans le jeu vidéo. Mais avant ça, est-ce que tu peux expliquer tes premiers contacts avec le jeu, quelles étaient les premières machines avec lesquelles tu as joué. Donc, peut-être commencer aussi par situer la période. Ouais. Tout d'abord, merci Björn pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir d'être là aujourd'hui. Un peu un retour aux sources. Oui, parce que tu es de l'université. J'ai été chercheur à l'UNIF et j'ai fait mes études ici. Donc, le jeu vidéo, quand est-ce que ça commence ? Ça commence il y a très longtemps. Donc, j'avais, je crois, mon premier contact, j'avais 5-6 ans. Et en fait, mes parents ont réussi à choper chez un ami un vieux Tandy TRS 80. Qui était un ordinateur ultra basique dans lequel il fallait charger les jeux avec des cassettes audio. Okay. Et donc on serrait les fesses pendant 4-5 minutes parce qu'il fallait que la cassette lise, elle envoyait les données dans l'ordi, le jeu se chargeait dans ce qui est... Il y avait la mémoire vive à l'époque. Et le jeu se chargeait, mais parfois s'il y avait un petit pli dans la cassette, etc., il fallait recommencer. Enfin bon, bref, donc énormément de patience pour pouvoir jouer. Et pourquoi le TRS 80, c'est ça ? Tout simplement parce que mes parents n'y connaissaient strictement rien, ni en jeux vidéo, ni en informatique, etc. Ils ont eu l'occasion de récupérer ça chez un copain, et donc ils m'ont mis là derrière. Et la chance que j'avais, c'est que on était un peu de geek dans la classe. Un ami qui a fort influencé mon parcours aussi au niveau du jeu vidéo, on y reviendra, durant l'adolescence. Et lui, il avait le même, et donc on se refilait des cassettes, et c'est lui qui m'apprenait, il était 2 ans plus âgé que moi. Et donc, c'est lui qui m'apprenait à utiliser mon ordi à l'époque. C'est ça, il y avait une transmission de savoir. Voilà, déjà. C'est ça. Et là, on a une photo de la machine. Okay. Il y avait la version avec cartouche sur le côté, et moi j'avais la version avec le lecteur. C'était un lecteur cassette. Oui, comme sur le Commodore 64, en fait, tout à fait. Comme les versions basiques du Commodore 64. Ok. Et donc là-dessus, qu'est-ce que tu faisais ? Tu jouais déjà ? Alors, on jouait, oui, surtout on jouait énormément. Et alors, justement, là j'ai appris les premières... Et ma mère trouvait que je faisais de la magie avec ça. J'ai appris mes premières lignes de code en basique. C'est ça. Où il fallait les rentrer à la main pour pouvoir tout à jouer. Fait, voilà, c'est ça. Et donc, je faisais des boucles. Et donc, elle n'en revenait pas parce que j'arrivais avec des boucles if 10, etc. Et voilà, j'ai compris le principe de boucle informatique assez tôt. Et puis, oui, on a joué à des jeux comme ça sur la télé. Frogger. C'était le début. C'est ça. Ensuite, tu as eu une première console ? Oui, alors ça c'est un peu particulier. J'habitais dans un quartier où on était toute une série de jeunes, et à proximité de chez nous, il y avait un vidéoclub. Vous savez, où on louait les cassettes VHS, c'est ça. Il y avait un vidéoclub qui louait également des Master System.
Et donc, on pouvait, quand on louait la Master System pour le week-end, on avait le dimanche en plus. Et on avait droit à 2 jeux gratuits avec la console. Et donc, on se faisait des premiers week-ends, et donc ça tournait. Hein. On tournait les uns chez les autres. On louait la Master System, et donc on louait toujours les mêmes jeux, évidemment. Et donc, tant et si bien qu'au bout d'un moment donné, j'ai fini par en avoir une à Noël, à domicile. Voilà. Et donc, avec quelques jeux phares. Des jeux marquants. Des jeux marquants, voilà. Shinobi, c'est ça, Altered Beast et Enduro Racer, parce qu'il y avait déjà ta passion pour la passion pour la moto aussi en parallèle. Et c'est étonnant cette location de machines, parce que ça a complètement disparu, mais je me souviens aussi de mon côté que je louais des jeux Super Nintendo et que évidemment il y avait quelqu'un dans l'entourage qui avait proposé qu'on achète à plusieurs copieurs. Ah bah oui, tu vois, évidemment pour transférer en fait, c'était une énorme cartouche qu'on mettait sur la machine, dans laquelle il y avait un lecteur de disquette 3 pouces et demi et qui permettait de avec le câble qui ressortait. Exactement. Donc je vois que c'était plus généralisé que je ne croyais, cette histoire. Ouais, okay. non. Et puis après, tu es resté fidèle à Tandy? Oui, tout simplement parce que un de la bande, sa maman travaillait au magasin Tandy de Dinan, et donc voilà, donc il y avait moyen d'acheter. J'avais moyen, un coût raisonnable. À un coût raisonnable, donc à mes 11 ans, donc j'ai eu droit au Tandy 1000 HX. Oui. Qui était un ordinateur qui était déjà pas mal développé à l'époque. Il y avait 640K de mémoire vive. Attention, c'est impressionnant. Oui, c'est le maximum. Ils sont allés sur la Lune avec moins que ça. et un lecteur de disquette 3 pouces 1 quart. Ouais, c'est ça. Hein, c'était les 3 1 quart, je pense. C'est 3,5. C'est 3,5 ça. Oui, c'est ça. Il y avait les 5 1 quart et les 3,5. Ouais. Et donc c'était un DOS. Oui, tout à fait. Donc un PC standard, sauf qu'il était brandé, enfin il y avait la marque Tandy dessus. Voilà, c'est ça, tout simplement. Et alors, évidemment, on se refilait les disquettes, on les copiait aussi, bien évidemment, parce qu'à l'époque c'était très facile. C'était comme ça qu'on faisait. Et parfois avec des jeux qui nécessitaient, voilà, on voit California Games par exemple, des jeux où il y avait 6-7 disquettes qu'il fallait... faire charger en mémoire. Et puis ça partait. Quoi. En fait, le temps de chargement, à l'époque, était remplacé par le changement physique de support. Voilà, c'est ça. Mais c'était stable, hein. C'était quand même relativement stable à l'époque. Et donc, California Games, Prince of Persia, peut-être? Oui, Prince of Persia, ça a été effectivement, à l'époque, ça a été une claque au niveau graphique, au niveau animation, donc rotoscoping, voilà, la fameuse rotoscopie. Et donc que je retrouve, j'ai acheté justement très récemment le bouquin de Mechner, où on retrouve toutes ces notes. Et je m'y replonge aussi avec beaucoup de nostalgie. Oui, c'est fou de se dire que ce gars a fait ça tout seul avec son frère, en filmant son frère et en décalquant en quelque sorte les différents mouvements pour les transférer en graphine. Tout à fait. L'âge, avec des jeux qui, à l'époque, on avait l'impression que c'était qu'il fallait des jours et des jours pour arriver au bout, etc. Oui. Il n'y a pas de sauvegarde. Oui. C'est surtout ça. La mort était très punitive à l'époque. Et alors que maintenant, avec les systèmes d'émulation qui permettent de reprendre où tu es mort, grosso modo, c'est des jeux qui ont une durée de vie de 2 heures, 2 heures et demie, oui, même grand, pas, grand maximum. Je pense que Prince of Persia... il y a moyen de le speedrunner en 16 minutes, je pense. Oui, évidemment, si on tombe dans le speedrun. Voilà, mais tout le monde ne fait pas ça. Non. Mais durée de vie normale, oui, je crois qu'en 1 heure, il y a moyen de le boucler. Quoi. Alors, pendant qu'on parle, il y a une simulation de temps de chargement de California Games qui tourne. C'est pour vous dire à quel point il fallait être patient et désireux de jouer. Ah, ça, c'était Prince of Persia. Ok, j'avais vu... Donc, là, c'est la version originale. Ce qui est intéressant, c'est la continuité de Prince of Persia qui a été adapté sur différentes consoles, puis adapté en film, puis le film a été adapté en Lego. Enfin bref, on n'en sort jamais. Oui, et puis retour chez Ubi l'année passée, je Exactement. pense, au début de cette année-ci, début 2024, avec le retour de la franchise et... avec une belle réception, je pense, au niveau critique. Pas uniquement fondé sur la nostalgie. C'est ça qui non. C'est mieux, parfois. Mais voilà, quand on a goûté le premier, quand le premier nous a marqué, rien à faire. On se méfie quand on voit des pics. Oui, bien sûr. Donc,
Tu as parlé du fait que tu avais un ami avec qui tu entretenais, je veux dire, des relations d'apprentissage, on va dire ça comme ça. C'est avec lui aussi que tu as découvert l'arcade et ce genre de choses? Alors, l'arcade et puis surtout le jeu PC. Donc là, lui clairement, enfin, lui commençait déjà, donc quand on était ado, lui commençait clairement déjà à faire du code. Et il jouait énormément, donc il jouait bien. Et donc c'est là que j'ai, sans le savoir, parce que j'ai découvert le concept il y a peu, j'étais un joueur secondaire particulièrement fan de ce qu'il arrivait à faire. Donc on a fait, il a joué, et moi j'étais derrière en backstage en lui donnant des notes, etc. Donc on a fait les deux premiers Diablo, et alors on était aussi fan de jeux de rallye. Okay. Et donc tu faisais le copilote. Je faisais le copilote. Okay. Donc voilà. Et donc on mémorisait les spéciales, et puis on coupait le son, ou en tout cas on coupait le son du copilote, qui arrivait trop tôt, trop tard, et donc on essayait de claquer les temps en faisant comme ça. Excellent. Et puis alors à l'inverse, c'est moi qui l'emmenais plus en salle d'arcade. D'accord. Et là, effectivement, on avait aussi à Dinan, on avait aussi ce qu'on appelait à l'époque un Luna Park, et dans lequel, oui, on a limé des Sega Rally. Et là, c'était chouette parce qu'on pouvait jouer tous les deux l'un contre l'autre. Donc ça, c'était très gai. Oui, Sega Rally qui était une révolution à l'époque. Oui, tout à fait. Je me souviens qu'on faisait la file pour pouvoir y jouer. Ouais, et on faisait la file, et donc je crois qu'on était quand même relativement bons, et on était déjà dans le système du keep or pay. Et donc on avait des systèmes comme ça de tournois dans la salle d'arcade. Okay. Et donc on avait parfois moyen de jouer toute une après-midi avec 2-3 pièces de 20. Voilà. C'est ça. Donc on jouait beaucoup à Sega Rally et à Mortal Kombat aussi, qui est sorti plus ou moins à la même période. Ouais, donc là on est en 92, 93. Ouais, voilà. dans ces eaux-là. Ouais. Là en pleine adolescence. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que contrairement au discours justement de l'époque, le jeu vidéo ne rend pas du tout asocial et ne t'isole pas. Au contraire, si je vois bien, ça a été une modalité de sociabilité très très importante. Tout à fait. Alors évidemment, on avait d'autres copains qui ne jouaient pas nécessairement, mais je pense que aussi par rapport aux thématiques de jeu, il y avait aussi une troisième borne qu'on a beaucoup limée à l'époque, c'était NBA Jam. Ah oui. Et donc je jouais au basket aussi, et fatalement c'était aussi un lieu de rendez-vous. Cette salle d'arcade était aussi devenue un lieu de rendez-vous entre les copains du club, où on venait aussi s'affronter sur la version virtuelle de votre passion. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc non, effectivement. Alors bon, c'est sûr que par rapport à certains groupes, on était un peu les geeks de l'histoire, etc. Il faut passer des week-ends sur Diablo, mais non, que du contraire, ça a permis de créer des belles relations à l'époque où effectivement il n'y avait pas encore tous les réseaux, tous les jeux en ligne, et donc le partage du jeu vidéo se faisait en présentiel. Quoi. C'est ça. En fait, on parle d'avant Internet généralisé, d'avant le téléchargement de démos par soi-même. Est-ce que tu lisais la presse de jeux vidéo? Non. Pas vraiment. Trop. Dans le groupe, il y avait 2-3 copains qui effectivement achetaient souvent régulièrement Joystick et des revues. J'étais plutôt sur 5 majeurs et Mondial Basket. Mondial Basket, mais on se les refilait. Échange de bons procédés, surtout que dans les revues, il y avait tous les cheat codes, etc. Ok, et puis après, l'adolescence se passe et tu t'inscris à l'université. Alors d'abord en haute école, où je fais des études d'institut primaire, que je réussis. Alors j'étais envoyé à Virton. Je voulais venir à Liège. T'étais puni? J'étais puni. Je voulais venir à Liège. Mon père a dit non, tu ne vas pas aller à Liège. Tu vas aller à Namur. On habitait Dinan. Et j'ai dit écoute, je vais trouver un d'entre-deux pour ne pas revenir tous les jours à la maison. Et donc j'ai trouvé une école normale à Virton. D'accord. Et donc effectivement des études d'instit. Et là le jeu vidéo, c'est passé au second plan. Ça passe complètement au second plan. D'autant plus qu'à l'époque, la ludopédagogie et toutes ces choses-là, c'était pas. Alors j'étais un des tout premiers. Je me souviens, on faisait ça après journée. J'avais suivi une formation sur l'utilisation pédagogique de l'ordinateur. Ah oui. Et donc comment utiliser Adibou en classe. Oui, Adibou. Cabri géomètre. Et voilà. Et donc je me souviens, on était trois fondus à essayer, etc. Et on avait un institut qui venait, notre prof de maths, et qui venait nous. Et alors après, dans le cadre de nos stages, on nous demandait aussi d'essayer de mettre en place des dispositifs qui justement intégraient le numérique. Donc, mais c'était plus du tout du jeu vidéo. À l'époque, de temps en temps,
j'étais dans un internat et donc il y avait un pote qui avait une PS1, je pense, à l'époque, et donc qui la prenait de temps en temps avec la semaine, on jouait, mais ça se limitait plus ou moins à ça. D'autant que j'étais fort impliqué aussi dans tout ce qui était extrascolaire. Comité de baptême. Oui. Ah, d'accord. Donc voilà. Ok. Et puis donc un style primaire. Et puis c'est là que je suis arrivé après à l'université de Liège pour faire une licence, qu'on appelait encore à l'époque une licence, donc c'est un master en psychopéda. C'est ça. Et psychopédagogie, là, tu te tournes réellement vers l'enseignement. Tout à fait. Ouais. Et pas seulement l'enseignement en primaire, mais plus largement une réflexion sur l'enseignement. Réflexion sur l'enseignement, etc. L'idée, c'était de pouvoir revenir en haute école et effectivement, avec ce côté instit et le côté péda, devenir prof de péda pour des futurs instituteurs primaires. Et tu as enseigné en primaire ? Oui, pendant 6 mois. Donc mon premier job, j'ai eu ma classe de 2e primaire et puis très très vite, j'ai eu l'occasion de migrer vers un autre boulot par rapport au centre de prévention de la santé en province de Luxembourg. Ça me permettait de valoriser ma licence et de gagner 30% de salaire en plus. Ce qui est toujours bien. Oui. Je m'en suis un peu voulu parce que ça n'a pas été un grand moment professionnel, mais j'ai appris énormément en termes de gestion de projet, etc. et de gestion d'équipe. Ce qui par la suite, ça a pu être servi, on va en parler. Devient essentiel. Et justement, pendant cette période-là, tu dis le jeu vidéo est complètement au second plan. Oui, tout à fait. Est-ce que tu continues à t'y intéresser malgré tout au niveau, je veux dire, informatif purement ? Non, pas du tout. Donc, il te manque au moins 1 ou 2 générations de consoles, on va dire. Voilà, c'est ça. Quand je suis arrivé à l'UNIF à Liège, de nouveau, pareil, toujours comité de baptême, et voilà, j'étais président psycho. Et puis j'avais quand même un copain qui avait une PlayStation 1, et donc on se retrouvait souvent le week-end. Mais voilà, c'était plus qu'épisodique. Voilà. Par contre, je me souviens de la claque que j'ai prise sur l'intro de Gran Turismo 1. Okay. Avec la musique, et voilà. Et donc voilà, de temps en temps, je replongeais pendant 3-4 heures, mais sans plus, quoi. Mais j'avais pas le temps. Un investissement, oui, c'est ça. Et il y a des jeux quand même qui t'ont impressionné à l'époque, oui. Durant ta période de non-joueur absolu. Oui, Gran Turismo, ça je l'avais dit, ça a été... Là, tu citais peut-être Vampire the Masquerade. Oui, voilà, ça c'était... donc très vite, j'ai switché sur le jeu PC. Sur le jeu PC, et puis après sur Mac. Et donc, voilà, ça, Vampire de Masquerade, par exemple, ça a été... c'était un jour... je travaillais déjà et il y avait une promo, il était sorti 3-4 ans avant, je pense. Il y avait une promo dans un journal, dans un GB qui tournait, on pouvait acheter le jeu pour 5 €, je crois. Et tu t'es dit. Et voilà, et donc j'ai mis les 2 mains dedans. Et voilà, et c'est aussi ce qui m'a, cette expérience-là et une ou 2 autres, Batman Arkham par exemple, qui tournaient sur Mac, ou des jeux comme Dirt, qui tournaient sur Mac aussi. Oui. Où je me suis rendu compte que quand j'avais ces jeux-là installés, je pouvais très très vite être absorbé par le truc. Et donc ce qui a fait que pendant toute une partie de ma vie, jusqu'à pas très longtemps, j'avais toujours dit jamais de console à la maison, parce que je savais que je pouvais retomber dedans très très vite. C'était en opération de désensibilisation absolue. Voilà, c'est ça. Et tu as des enfants ? Oui, 2. Comment ça s'est négocié avec eux ? Je veux dire, est-ce que tu as replongé dans le jeu avant de les avoir, ou est-ce que c'est eux qui t'ont aidé à replonger ou pas? Non, pas du tout. Je vais dire la rechute. Oui, il faut qu'on arrête le vocabulaire médical, on va finir. Ça n'ira jamais. La rechute, ça a été lié avec le développement du master, et donc au plus grand. Alors ma fille me dit oui, c'est vrai que je n'en profite pas assez, donc elle a 14 ans. Donc là maintenant elle s'est mise en tête de faire Last of Us. Par contre, mon fils, évidemment, quand j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo, qui a une PS5 qui est revenue à la maison, un PC, une Switch, je suis passé au rang de demi-dieu. Parce que lui, évidemment, il est grand fan de jeux vidéo, donc il faut vraiment qu'on cadre sa pratique. Cadrer sa pratique, oui. C'est très très fort. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à tous les parents, c'est d'accompagner les enfants, pas les interdire. Voilà, pas les interdire. Alors il y a quand même 2-3 licences
voilà, auquel c'est parfait pour. C'est non. Tu n'as qu'11 ans, non, tu ne joueras pas encore à Fortnite. Voilà. Mais voilà, mais donc, et en parallèle, il est fan. Parce qu'il y a cette, je veux dire, à l'école, il y a cette pression aussi. Hein, il y a quand même énormément de pression avec les copains. Donc ça, il revient très souvent avec ça à la maison, en disant, les autres copains parlent de Fortnite, j'aimerais bien jouer à Fortnite, etc. Je dis, écoute, non, Fortnite trop tôt. Comme Gran Turismo, voilà, comme GTA, pardon, ça aussi trop tôt. Trop tôt, mais ça il n'en parle pas, donc ça va. Bien. Mais par contre, voilà, il adore Brawl Stars, et donc je le laisse un peu jouer à Brawl Stars, mais en parallèle, on joue ensemble à un paquet de jeux, donc je lui peux l'accompagner réellement. Je l'accompagne et je lui fais découvrir autre chose même. Mais cette pression sociale du jeu, c'est intéressant parce que c'est vraiment lié à la question de la sociabilité par le jeu, et c'est pour moi une des dimensions qui est peut-être un peu sous-étudiée, sous-prise en compte dans ce qu'entraîne finalement la pratique du jeu vidéo. Mais donc, on l'a évoqué plusieurs fois, on va arrêter de teaser, venons-en à la création du master de la HEAJ. Comment tu as débarqué là-dedans ? D'où est-ce que tu viens pour arriver à la HEAJ ? Donc la HEAJ, c'est juste la suite de mon parcours pro. Donc en 2004, donc j'étais dans fameux centre PSE, je me mis à Maramor, etc. Après, deux, trois petits... ça s'est très vite passé en l'espace d'une semaine ou deux. Et donc, j'arrive à la haute école en 2004, en octobre 2004. Donc, je viens de fêter mes 20 ans de Jacquard. Ah oui. Ouais, en octobre 2004. Et là, en fait, je me fais engager parce qu'il y a une explosion au niveau du nombre d'inscrits dans les sections instituts primaires. Et on me propose de devenir psychopédagogue pour une classe d'instituteurs primaires. Oh mon Dieu, quelle chance. C'est ce que je voulais faire. Ça tombe bien. Ça tombe nickel. Est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Donc j'arrive à une période où, effectivement, les inscriptions sont en plein boom. Et donc je me retrouve très très vite dans un emploi vacant avec plein de collègues qui sont engagés derrière moi, et donc en ordre utile pour pouvoir assurer quand même ma place et être stabilisé au sein de la haute école. Et donc, pendant de 2004 jusqu'à 2010, 2011, je fais de la pédagogie pure et dure. J'accompagne des futurs enseignants, donc institut primaire et institut maternel. Je fais de la péda, et en parallèle, de nouveau, pas de jeux vidéo. Là, c'était ma grosse période moto. Et puis, parce qu'il y a toujours eu cette sous-couche numérique, j'avais déjà essayé en 2004, en 2005, etc., d'intégrer le numérique dans les pratiques. Mais c'était encore un peu tôt. À partir de 2011, on commence à voir arriver les tablettes, les TBI, etc. Et donc, il commence à y avoir du besoin par rapport à... TBI, tableau blanc interactif. Tableau blanc interactif, ce qu'on retrouve dans toutes les classes maintenant. Mais, parfois, qui prend la poussière. Mais, voilà, c'est ça. Et donc, effectivement, il y a des besoins en termes de formation qui apparaissent. Et donc, comme j'ai toujours été très, très intéressé par cette dimension numérique, je me suis spécialisé là-dedans jusqu'à un moment donné où je n'avais plus, à Albert-Jacquard, je n'avais plus que ces cours-là, en fait. D'accord. Je donnais tous les cours d'intégration du numérique éducatif dans les sections primaires, secondaires et maternelles. Puis alors en 2000, je crois que c'était en 2015, je termine ici à l'Université de Liège au CRIFA, donc un fac de psycho dans le service de Brigitte Denis. Je fais un certificat universitaire en tutorat à distance. Quand tu dis que tu termines une formation. Oui, je termine une formation, D'accord. exactement. Je termine ce certificat en 2015. Et puis, apparemment, assez bien pour que Brigitte, quelques mois après, nous propose du boulot. Donc, d'intégrer un projet qui, à l'époque, qui est Cytomine. Oui. Une fameuse, bien pour d'autres raisons. Que tu connais bien aussi. La boîte vient de faire faillite. Malheureusement. Et donc, pour constituer, donc Cytomine, en fait, c'est un logiciel qui permet en fait de visualiser des lames de microscope et de zoomer dessus, un peu comme vous avez Google Maps qui permet d'afficher une carte sur laquelle on peut zoomer. Cytomine, c'est le même principe, mais avec des lames de microscope, ce qui permet en fait d'enseigner la microscopie sans avoir besoin de tout le matériel. Exactement. Et de l'enseigner aussi à distance. Donc c'est un logiciel qui est une spin-off de l'université au départ. Tout à fait. Et donc j'intègre ce projet-là. Puis juste en parallèle, il y a les MOOC de l'Université de Liège. Et donc il y a 3 MOOC qui se lancent, dont un justement en histologie qui utilise le logiciel. Et donc j'intègre l'équipe MOOC justement à cet effet-là. Et c'est là qu'on se rencontre d'ailleurs, à la toute première fois. Toute première fois, exactement. Tu fais bien de me rappeler, parce que j'avais un peu oublié. Je savais qu'on se connaissait depuis un moment, mais je ne savais plus. Oui, c'était là.
Et puis très vite, Brigitte me propose de rester, d'accroître ma charge de travail au sein du CRIFA. Oui. Et donc là, je reste là jusqu'en 2020, le Covid. Oui. HEAJ qui est un peu en détresse avec la première vague, la première pandémie, en tout cas le premier passage à distance. Les profs sont complètement paumés par rapport à tout ce qui est intégration numérique, cours à distance, etc. On me demande de revenir, je venais de commencer ma thèse, je dis non, je suis pas tellement chaud. J'accompagne quand même la HEAJ pour créer, je vais dire en tout cas une structure d'accompagnement de mise des en ligne des enseignants, cours. exactement. Ouais. Et puis on me demande si je peux faire passer les entretiens, je dis oui, pas de souci. Et puis voilà, une fin d'année un peu compliquée au niveau de l'UNIF, un peu de fatigue et tout. Je me dis, mais enfin, je me suis taillé un poste sur mesure à Jacquard, est-ce que j'y retournerai pas? Et donc, tu te fais passer l'entretien à toi-même. Et donc je téléphone ma directrice présidente qui me dit, la première chose qu'elle me dit quand je lui dis que je vais postuler au boulot, tu ne pourras pas faire passer les entretiens. Je dis, je pourrais, mais l'issue est calculée d'avance. Et donc, je postule, voilà, pas de surprise. Tu l'as eu. Je l'ai eu. Oh, on était quand même 4. Je l'ai eu et on se partage ça avec une collègue parce qu'on voulait travailler vraiment en équipe. On se partage ça avec une collègue. Et puis, voilà, une année 2020-2021, une année académique relativement compliquée parce que tout était à distance dans l'enseignement supérieur. On a juste pu revenir en présentiel pendant les examens. Sinon, tout le reste se passait à distance. Donc voilà, il y avait beaucoup de boulot au niveau de l'accompagnement des profs, des étudiants. Et on est en mai 2021. À ce moment-là, le directeur du département technique, Joël Jacob, qui est devenu directeur président depuis, me dit il y a un projet de master en jeux vidéo. Ah, bonne nouvelle. Ça fait déjà quelques fois qu'on essaie de le faire passer, mais ça cale. Il manque dans l'équipe, donc effectivement, une petite équipe très, très restreinte à l'époque. Il manque ce côté pédagogique, ce côté académique. Moi, je sortais de 5 ans d'UNIF. Voilà, ça serait bien que tu ailles leur donner un petit coup de main. C'est ça. Je dis avec grand plaisir. Donc, effectivement, c'est des profs qui étaient issus du bachelier en infographie. Donc, ça fait 20 ans qu'à Jacquard, on forme des... Voilà, ça c'est important de le voilà, souligner, c'est ça, parce donc qu'il n'est pas de nulle part. C'est ça, il n'est pas de nulle part. Donc, il y a quand même une grosse histoire du jeu vidéo à Albert Jacquard. On formait des infographistes qui étaient spécialisés Game Art, Descartes et Game Anime. Et donc, justement, l'équipe de conception est issue... Enfin, ce sont des enseignants qui sont issus de cette section-là. Et donc, je rentre dans l'équipe et effectivement, je viens apporter toute la couche pédagogique, académique qu'il fallait pour que ça passe. Donc, on se retrouve là... Quand tu dis que ça passe, ça doit passer à la RES. C'est ça, que ça passe à la RES, que ça soit validé. Et donc, après 2 premiers refus où je pense que c'était trop tôt, trop prématuré pour un master en jeux vidéo, mais là, on sortait du Covid où le jeu vidéo avait fait une grosse explosion. On ne parlait plus que de ça. On ne parlait plus que de ça. Là, ils se sont dit, ok, go, feu, vous pouvez y aller. Et donc, on se retrouve avec ce master à mettre en place. Donc, de nouveau, équipe très réduite, on commence à écumer la région, on commence à faire la promo, on commence à engager les profs. Pas facile de trouver des profs spécialisés dans le jeu vidéo. C'est là que d'ailleurs, on voit, c'est là que j'arrive à choper Gaël pour qu'il intègre Gaël Gisson qui a fait une thèse sur le jeu vidéo en contexte pédagogique d'ailleurs. Tout à fait. Mais à l'UCL. Avec Thibaut Philippette. Oui. Et au Louvain Game Lab. Tu dis Au Louvain Game Lab. Au Louvain Game Lab, tout à fait. Et qui va être un peu ton comparse pour lancer voilà, c'est ça. Le master. Voilà, en tout cas, et donc en septembre 2022, moi je ne pensais pas du tout prendre la coordination de ça. Je me suis dit, je vais retourner à l'e-learning. Et puis tous les collègues avec qui j'avais travaillé, mais non, on reste enfin. Et mais j'ai aucune validité. Enfin, je n'ai pas fait de thèse sur le jeu vidéo. J'ai pas fait de thèse sur le jeu vidéo. Je recommence à peine à jouer. Donc voilà. On nous a dit, si, il faut un pédagogue. Donc voilà. Et donc je craque. Et effectivement, à ce moment-là, on arrive à choper Gaël. Et donc on prend la coordination des 2 masters. Donc à HEAJ, il y avait aussi un master en architecture transmédia qui existait déjà depuis 4-5 ans, qui tournait déjà bien. Et lui s'occupe de la coordination du master en transmédia et moi la coordination du master en jeux vidéo, mais dans les faits, on coordonne les 2 masters à nous 2. Donc voilà. C'est des masters complets, donc c'est-à-dire que c'était autant le master en transmédia au départ était un master orphelin, donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bac
attachés. Qui correspondaient et qui permettaient d'avoir une cohorte d'étudiants qui venaient naturellement. C'était des étudiants passerelles. Chose qui n'est plus le cas parce que depuis on a lancé le bac en transmédia, donc on a un cursus complet. Le master en jeux vidéo, idem même chose. Quand on lance, on lance directement les 5 années. Donc de la bac 1, cette expérience de se dire il faut construire quelque chose sur la continuité. Sur la continuité. Donc on lance de la bac 1 à la M2 et donc on se retrouve en septembre 2022 avec la bac 1 et la master 1 qui étaient déjà accessibles en passerelle. Oui. Tout à fait. Là, on avait 90 étudiants et puis... 90 étudiants en master ils étaient répartis, donc on avait 45 en bac 1 et une petite quarantaine en master 1. L'an passé, on se retrouve avec presque 300, un peu plus de 300 étudiants, donc avec 180 étudiants en bac 1. Donc on a la B1, la B2, la M1, la M2. Ouais. Et cette année-ci, on est à presque 600. On a 260 étudiants en bac 1. On peut appeler ça une success story. Oui. Alors, le nombre est aussi lié au fait que, et j'étais le premier à penser qu'il y aurait encore des étudiants qui voudraient faire le parcours classique bachelier pro qu'on proposait. Oui. Et on s'est rendu compte que plus du tout. En fait, les étudiants qui veulent faire des jeux vidéo, ils passent directement vers le master. Et donc, on a fusionné les deux. Et donc, c'est ça que cette année-ci, on a aussi une grosse explosion au niveau du nombre, parce qu'on a récupéré tous les étudiants qui étaient déjà en cours de process dans le bachelier pro. Et qui vont pouvoir terminer, on leur a pas dit, voilà, leur pro, ils auront leur diplôme, etc. Mais donc, on a créé tout un parcours de cours spécifique pour eux. On leur a pas dit du jour au lendemain, désolé, surprise, il y aura encore 2 ans après. Donc, non. Oui, non, ce n'eût pas été honnête. Ça n'eût pas été honnête. Donc là, on a tout réintégré, et donc, effectivement, on est devenu la grosse section de Jacquard. Et donc là, il y a toutes sortes de difficultés techniques aussi et logistiques à mettre tout ça en place. Parce que, je veux dire, on n'accueille pas 600 étudiants d'un coup sur un campus qui n'était pas pensé au départ pour en accueillir autant. La grosse difficulté... Alors, la première année, ça a été... Là, on avait... Parce qu'on était encore relativement discret, relativement contenu en termes d'inscription. Donc, grosso modo, on avait 2 classes de bac 1 et une classe de master. Donc, c'était jamais que 3 locaux. Donc ça, on avait prévu le coup, c'était jouable. Ce qu'on a eu beaucoup plus de mal à anticiper, en tout cas au niveau logistique et au niveau administratif, c'est l'explosion de l'année dernière au niveau du mois de septembre. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à en avoir autant. Enfin si, on s'attendait à ce que ça augmente, mais on est passé de 45 à 180 en bac 1, et donc ça a été très difficile à gérer. Tant et si bien qu'à un moment donné, j'ai dû lâcher la coordination, et c'est Gaël qui l'a repris avec beaucoup de brio. Et donc ça a été très difficile à gérer. Cette année-ci, c'était un tout petit peu moins compliqué parce que là maintenant on s'est dit ça va continuer à exploser, donc voilà. Donc ça reste difficile, mais ça a été moins compliqué que l'année dernière. C'est ça. Donc des locaux à Namur, à Tamines. Alors plus maintenant. Les 2 premières années effectivement c'était à Tamines, parce qu'on pensait que le jeu vidéo allait se développer là-bas. Faut pas oublier qu'on a des partenaires dans le développement de ce master. Donc on fait ça en partenariat avec la HEH, la Haute École Condorcet, qui sont 2 écoles énuyères, l'UCL et l'UMONS. Oui. Et donc, voilà, baser ça à Tamines, c'était aussi une volonté de centralisation aussi par rapport aux différents partenaires. Mais on s'est rendu compte que d'un point de vue logistique, etc., en plus, il y avait les étudiants du bac pro de l'autre côté. Donc, comme on devient, entre guillemets, la plus grosse section de l'école, ou en tout cas, un des piliers, on a recentralisé tout le jeu vidéo, ce qui est beaucoup plus facile aussi pour les enseignants, pour les étudiants. Oui. On a tout centralisé à Namur. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un facteur d'appel aussi. Les seuls échos, je veux dire, négatifs sur ce projet jeu vidéo, c'était la décentralisation par rapport à des lignes de bus, des lignes de train, qui étaient pas toujours facile. Mais là, en fait, vous affirmez de plus en plus comme le pôle wallon autour du jeu vidéo. Alors, il y a des partenariats qui sont en construction, qu'on espère mener à bien. Je ne trahis aucun secret en le disant, notamment avec l'IAGE et la HEPL. On va voir jusqu'où on peut aller. Et l'ULIAGE voudrait embarquer à un moment aussi. Au ça moins, aurait du sens. Mais je pense, surtout qu'on était dans les discussions tout au début aussi, mais que les choses ont évolué un peu différemment. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'il y a une vraie demande qui existe et qu'on repère assez facilement vu le nombre d'inscrits. Et il y a aussi un vrai intérêt de plein de partenaires d'essayer de s'allier pour essayer de monter un écosystème qui dépasse le one-shot d'une école, quoi. Tout à fait. On est d'accord sur cette analyse-là. Je pense qu'il y a effectivement, quand on ouvre un master avec jeux vidéo, ça clignote un petit peu. Évidemment. Donc ça attire énormément.
surtout aujourd'hui. Quels sont les retours des étudiants par rapport à ça, et des étudiantes? Est-ce qu'ils sont contents de leur formation, dans le sens, est-ce que ça correspond à ce qu'ils espéraient? Qu'est-ce qu'il y a dans ce master? À quel métier prépare-t-il? Alors, si on reprend d'un point de vue historique, on se rend compte qu'on formait effectivement des artistes, donc des game art, des tech art, des game animes qui étaient vraiment spécialisés dans de la production d'assets de très haut niveau. Ici, il y a eu plusieurs constats après, une fois qu'on les lâchait sur le terrain, en tout cas sur le marché de l'emploi. C'est que beaucoup partaient à l'étranger parce que la Wallonie n'était pas capable d'absorber autant de diplômés. Et donc ça, c'est une question qui va continuer à se poser parce qu'avec les nombres que l'on a, voilà, l'écosystème wallon se développe, mais peut-être pas à la même vitesse. Mais pas à la même vitesse. D'autant que, voilà, je pense qu'il y a des étudiants dont c'est l'objectif, c'est de partir. Constamment, j'ai des demandes de stage pour aller au Japon, pour aller au Canada, etc. Donc, et moi, ça m'arrange très très bien parce que ça fait rayonner, ça décongestionne. Oui, ça fait rayonner, mais ça décongestionne l'écosystème local. Oui. Je pense qu'il y a des étudiants qui font toujours du jeu vidéo parce qu'ils savent que ça va leur permettre de pouvoir avoir une carrière internationale par la suite. Autant, il y en a certains qui ne veulent pas bouger et malheureusement, à l'époque, ne trouvaient pas suffisamment d'emplois, ou lorsqu'ils voulaient se lancer, avaient des compétences graphiques poussées, mais il n'y avait pas de game design, il n'y avait pas de prog, il n'y avait pas de business, il n'y avait pas de marketing. Et donc, les initiatives... C'est plus monotage. Voilà, c'était très monotage et il manquait de ces compétences pour pouvoir développer une start-up qui tienne la route et qui ne se fasse pas démolir en 6 mois parce qu'il n'y avait pas suffisamment de compétences en interne. Pas de business plan et voilà, tu partais un peu donc c'était très joli, mais financièrement pas viable, ou parfois c'est vraiment ce type de compétences que vous essayez d'inculquer de développer pour qu'il y ait en fait des capacités de vision globale de ce qu'est un projet jeu vidéo. Exactement. Et donc on garde toujours cet ADN de former des spécialistes en game art, en tech art. On est venu rajouter la programmation et le game design, qui sont 2 autres piliers fondamentaux. Mais tous les étudiants, pendant tout leur master, vont avoir un tronc commun. Donc, c'est-à-dire que tous les étudiants vont faire de la programmation, tous les étudiants vont faire du game design, tous les étudiants vont faire du développement art, ils vont tous faire de la modélisation 3D, etc. Pour pouvoir, de toute façon, la première année, elle est commune. Et donc, le but, c'est de leur montrer l'étendue des métiers du jeu vidéo, pour qu'ils puissent faire un choix d'option à partir de la Bac 2. Et que lorsqu'ils sortent, ils passent tous par market, production, business plan, etc. Pour que lorsqu'ils sortent, s'ils le souhaitent, et on commence déjà à avoir le cas avec la première promotion qui est sortie ici, s'ils le souhaitent, puissent développer leur propre structure à la sortie. Et d'avoir tous les piliers pour être autonome. Voilà, leur donner les outils. Maintenant, on conseille toujours à des étudiants, si vous avez l'occasion, intégrer un gros studio, ça vous fera de l'expérience, et puis revenez. C'est aussi un modèle qui marche très très bien. Mais comme on est en Wallonie pour l'instant en plein développement, on est dans un terreau fertile justement pour développer ce type d'initiative. Il y a des aides, Walga d'ailleurs avait négocié notamment le tax shelter. Voilà, il y a le tax shelter, il y a les appels à projets Wallimage, on a des appels à projets aussi au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, donc on est pour l'instant dans une période qui est relativement propice au développement de ces initiatives-là. Même si on sait que juste du financement public, ça ne suffit pas dans un studio. Bien sûr. Mais c'est une manière d'amorcer la pompe et d'apporter du financement privé par ailleurs. Oui. On a eu l'occasion d'en discuter avec notamment les gens de Wild Bishop. Voilà. Je me disais que peut-être regarder quelques trailers de production faites par les étudiants de cette année ou de l'année précédente. Ça permet de voir un peu le type de réalisation qui... Alors, je te laisse commenter. Ouais, donc ici, ce sont les trailers des étudiants qui sont sortis, donc la première promotion du master en jeux vidéo. Donc là, on voit Boost Legacy, qui est un platformer 3D relativement ambitieux. Donc là, l'an passé, on a eu 3 équipes, on a eu 3 jeux qui sont sortis de la promotion. Et ils travaillent en équipe. Oui, alors ils travaillent en équipe. Donc ça, c'était quelque chose qui marquait très très fort l'ADN du master. Surtout au début, c'était systématiquement des travaux en équipe. Là, ici, on a un peu régulé parce qu'on s'est rendu compte que parfois, en tout cas pour les premières années, en bac notamment, il y en a beaucoup qui traversaient un peu qui passaient au travers des mailles filets. Qui se greffent à une équipe, mais que l'équipe avance sans elle. Voilà, c'est ça. Et puis on se retrouve l'année prochaine. Enfin, oui, d'accord, ok. Et donc ça, on a un peu régulé au niveau du bac.
Mais oui, voilà, travailler en équipe, ça fait partie de la réalité de l'industrie du jeu vidéo. C'est des compétences qui doivent s'apprendre. Et de toute façon, je veux dire, ces projets-là sont trop ambitieux que pour être réalisés de manière individuelle. Donc, pour savoir, ils ont 1 an et demi pour travailler dessus. Donc, on les lance sur leur projet en Master 1. Donc, à partir du mois de janvier, Master 1. Donc, ça, c'est Stand Redemption. C'est un FPS qui avait à la base une volonté roguelite, mais pour finir, ils se sont concentrés sur les mécaniques FPS. Et donc, c'est bien pour des projets d'étudiants. Hein. Oui, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. Faut quand même faut savoir que dans notre studio, on y reviendra, on a engagé l'animatrice justement de ce projet-là. Oui, on va y revenir. Et donc les beaux personnages qu'on a vus. Donc voilà, ça c'est Roberta qui a fait ça. Et donc ils ont 1 an et demi. Ils doivent nous sortir un proto en fin de première master. Jouable ? Oui, déjà un proto jouable, même encore avec même il peut y avoir du blocking, pas mal de placeholders, etc. Mais vraiment pour qu'on puisse se rendre compte des mécaniques principales qui featurent. Et puis alors ensuite, la deuxième master est quasi exclusivement consacrée à ça, avec en parallèle toute une série de cours pour que justement ils puissent créer leur propre business, leur propre studio. Et donc ça c'est le troisième trailer, c'est Nebelmer. D'ailleurs, qui a eu le prix du TFE à Albert Jacquard l'année dernière, et qui est nominé au Belgium Games Awards, donc il représentera la HEAJ la semaine prochaine face à l'OS et la Lucas School de Hasselt. Donc voilà, croise les doigts. Tu as évoqué les cours de gestion, de business model, etc. C'est ce que tu donnes ? Alors, moi, je m'occupe principalement de tout ce qui est production, bien évidemment. Oui. Donc gestion de projet, planification, tout ce qui est reporting, gestion d'équipe, team management. Et alors aussi, je fais aussi partie de l'équipe qui s'occupe de tout ce qui est business marketing. Donc effectivement, c'est pas ma première vocation. Mais voilà, donc depuis que je me suis lancé dans l'histoire du master, j'ai essayé de chercher des liens avec mes compétences d'origine. Et c'est vrai que voilà, la gestion de projet, il n'y a rien à faire, j'en fais depuis des années. C'était pas du jeu vidéo au départ, mais voilà, c'est ça. Mais donc on parlait de comité de baptême, puis ça a été l'organisation de mon championnat de Belgique, du championnat du monde en moto, etc. Donc voilà, j'ai été recherché dans ce que je savais faire. Ce qui pouvait être adapté au jeu vidéo. Et puis en découvrant le jeu vidéo, je me suis rendu compte, mais tiens, producteur, mais en fait c'est moi ça. C'est moi ça. Et donc je me suis dit que même si je ne savais pas dessiner, je ne savais pas programmer, que je n'avais pas la moindre compétence pour penser à des règles de jeu, je pouvais éventuellement aussi me lancer dans le jeu vidéo. C'est ça. Tu me fais la transition parfaite. Bah oui. Et donc, tu as lancé ton studio. Et donc, vous avez lancé votre studio. Ce qui est une trajectoire complètement folle, parce que d'habitude, on a une expérience professionnelle, on l'abandonne ou on se crache ou on fait voilà, et puis on vient à l'enseignement. Ici, c'est le contraire. C'est-à-dire, tu as commencé par l'enseignement, et puis tu t'es dit, finalement, faisons ça pour nous aussi, et lançons notre propre studio. Oui, il n'y a rien à faire. Donc, on a travaillé ensemble au développement de ce master. Oui. Ça crée des rencontres, ça crée aussi des liens, parce que c'est pas toujours rose. Et puis on se rend compte qu'on a des atomes crochus. Et puis parfois, au détour d'une bière, après une grosse réunion pédagogique, on se dit on ferait bien un jeu, non ? Ça s'amuserait bien. Ça s'amuserait bien, non ? Et donc on s'est retrouvés à 5. Donc il y a dans l'équipe, il y a Gaël, effectivement. Gaël Gisson qu'on évoquait tout à l'heure. Gaël Gisson qu'on évoquait tout à l'heure, son compagnon Gilles Remy, qui à l'époque venait de commencer le master, donc il était en reconversion professionnelle, et donc ici il a fait partie de la première cohorte, donc il a travaillé notamment sur Nebelmer. Il y a Joachim Chapelle, donc ça c'est notre tonton, en fait c'est le plus jeune de la bande, un petit génie de l'informatique qui navigue dans Unreal, les yeux fermés, et donc qui lui est justement un prof qui vient de la HEH, notre partenaire, et donc dans le partenariat qu'on a avec eux, justement il y avait la mise à disposition, et c'est lui un peu qui s'occupe aussi de la coordination pour la HEH. Et donc voilà, donc ça c'est notre ligue prog. Et alors normalement si on descend un petit peu, il y a également il y a FX.
Pour te rassurer, l'écran n'est pas complet, c'est parce que l'écran est déformé ici. Mais ça va, à l'écran, on le voit bien. Et donc il y a FX qui lui est Gemart, qui était dans l'équipe. Je l'ai rencontré parce qu'il était dans l'équipe de développement du master. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé tous les deux avant même de rencontrer Gaël et Joachim. On a beaucoup travaillé ensemble sur la maquette, sur le dossier. Ouais. Et voilà, et le courant est très très vite passé. Et alors on s'est rendu compte que tous les 5, on avait un peu tous les piliers, en fait. Tous les piliers qu'il fallait. En tout cas, on avait déjà une structure solide. Il y avait Gaël au game design, on a Joachim qui s'occupe de la prog, on a Gilles qui est spécialisé plutôt tes cartes, et alors on avait FX en game art. Et moi, pour m'occuper de tout ce qui les ennuie, le producteur, donc les budgets, l'administratif, ce que moi j'aime bien faire, écoute, il en que faut eux ne supportent pas. Ouais, donc voilà. Et donc on a commencé, je pense qu'on a commencé un peu comme tout le monde, en faisant des restos, en tout cas en faisant des soupers les uns chez les autres, en discutant de ce qui nous animait dans le jeu vidéo, des jeux qu'on aimait bien, etc. Et donc on s'est très très vite rendu compte qu'on avait envie et qu'on se voyait bien bosser ensemble, d'autant que je pense qu'aussi par rapport à d'autres structures, on a déjà tous bien bavé au travers du développement du master. Ouais. Et donc, le travail en équipe ne nous fait pas peur parce qu'on on travaillait déjà en équipe au niveau de la HEAJ. Et donc, en plus, on avait un modèle qui nous semblait safe. Parce qu'on se rend bien compte qu'effectivement, créer sa structure dans le jeu vidéo, c'est pas facile. On est dans une industrie où, quand on commence à développer son projet, on a les premiers deniers qui tombent 2 ans ou 3 ans après. Ça, c'est compliqué. C'est pas comme un boulanger, quand il fait ses premières miches, le lendemain matin, il peut les vendre. Nous, c'est pas le cas. Et donc là, on est tous maintenant, parce que Gilles a été engagé comme prof à la HEH, mais voilà, donne cours à la HEAJ. Donc on est tous les 5 profs à temps plein. Donc à ce niveau-là, on est déjà dans une structure où on a tous décidé d'un commun accord, ça nous semblait comme être une évidence, qu'on ne se rémunérerait pas dans un premier temps. Et que voilà, si le jeu fonctionne, on récupérera, mais si ça ne fonctionne pas, ça reste quelque chose ça reste une belle expérience. Donc on a commencé ça fait déjà presque 2 ans maintenant qu'on travaille sur notre projet. Okay. C'est quoi vos sources d'inspiration parce que tu disais que vous êtes aperçu lors des discussions que vous aviez des... Alors au début on voulait faire un jeu de vampire. D'accord, d'où Vampire the Masquerade. Voilà. Okay. On voulait faire un jeu de vampire et donc là justement, là c'est le seul concept art qu'on a dévoilé pour l'instant. Donc notre jeu c'est Divive. Après, je ne vais pas trop spoiler, etc. Mais donc là, on voit bien qu'on n'est plus du tout dans l'ambiance des vampires. Il y a le truc mauve, là, où on se dit qu'il doit y avoir des chauves-souris. Il doit y avoir un truc. Donc on se passe dans un environnement, en tout cas dans un lore, dans un monde inca. Okay. Et avec effectivement un personnage qui semble-t-il avoir quelque chose à faire au sein d'un temple. Avec un gros truc sur sa main gauche. Et donc c'est un des concept art de base, c'est un de nos premiers concept art d'il y a 6-7 mois. Et donc voilà, pour l'instant on continue à itérer. C'est avec ce concept art qu'on a candidaté à l'appel à l'image 2024, donc l'appel du mois de février-mars, auquel au départ on... c'est pas qu'on n'y croyait pas, c'est qu'on s'est juste dit non, on va continuer à développer un peu sur le côté, et puis on va suivre notre petit bonhomme de chemin. Et puis en discutant, fatalement, notre position là, HEAJ, on est en contact permanent avec Wallimage, avec l'industrie, avec le secteur, etc. C'est là qu'on s'est dit, on va peut-être quand même le tenter. Et effectivement, on a rempli le projet, on l'a eu, et donc les fonds qu'on a pu avoir nous servent exclusivement, on les réinjecte dans du personnel. Donc c'est-à-dire qu'on a pu engager très très tôt aussi l'équipe de sound design. Il n'y a pas de hasard, ce sont les profs de sound design du master, avec lesquels on s'entend super bien, ces cartes son. Et donc on voulait les intégrer dès le début du développement. Pour nous, c'est vraiment essentiel d'avoir les sound designers très très tôt, très early dans le développement. Et puis, ça fait partie de notre ADN. C'est un peu le service après-vente qu'on aimerait bien proposer à nos étudiants. On s'est aussi fixé comme ligne de conduite, comme ligne éditoriale de pêcher les meilleurs. Non, pas les meilleurs. Pas les meilleurs. Ceux qui correspondent le plus au projet. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc, ceux avec lesquels on a la grande chance, nous, de pouvoir les
à les screener pendant 2 Oui, ans. tu sais comment ils travaillent. On sait comment ils travaillent, on sait comment ça se passe, on a déjà des affinités ou pas avec eux. C'est un stage d'embauche assez long. Assez long, mais voilà. Alors c'est sûr, c'est facilité, on est à la source. Mais donc on s'est fixé comme ligne de conduite de n'engager que des étudiants qui sortent du master, en fonction de nos besoins, bien entendu, et en fonction des projets qu'on développe. Et donc le risque financier, il est très très limité, étant donné que vous engagez à partir du moment où vous avez des fonds de soutien. On n'engage pas si on n'a pas de sous. On a calculé notre plan pour, en fonction du budget que l'on a. Si on arrive à trouver du budget ultérieur, je veux dire, nos 2 premiers collègues savent que ce sera pour les prolonger, parce qu'on a envie de les prolonger, ça se passe super bien avec eux. Donc on a pu engager Roberta et Jordan ici au mois de septembre. Voilà, et donc on est dans un process où on est 80% à distance, 20% en présentiel. Donc on se voit tous les lundis, on bosse tous les lundis ensemble. Donc c'est un violon dingue, mais c'est un violon dingue très très structuré. Voilà, l'image nous a fait confiance, donc on ne veut pas. C'est pas pour rire, quoi. Maintenant, c'est plus pour rire. Et vous avez une deadline pour la sortie? Février 26. Février 26. Ah oui. Oui, voilà, on a fixé dans le temps, on s'est dit, voilà, il y a GTA qui va sortir en 25. Donc ça non. Maintenant, ils ont annoncé du retard, donc peut-être donc qu'il faudra aussi. Donc nous aussi. Ou alors on va le faire à la Baldur's Gate, on va le faire à la Larian. Juste un peu avant, quoi. Et comme ça, on va leur couper l'air sous le pied. Faut essayer, hein, ça a fini au Game of the Year. Voilà, c'est ça. Pour un petit studio indé. C'est ça, un petit. Tu peux peut-être parler enfin, je ne sais pas si ce que tu peux en dire du jeu, c'est à TPS, plateforme. Alors, ce que je peux en dire, c'est que on veut partir sur un jeu qui est nerveux. Donc, c'est un adventure shooter, on va dire ça comme ça. Okay. On part pas sur un trop gros scope. Oui, fatalement, on a un peu cette expérience académique, on sait comment ça se passe. Comme ça n'atterrit pas. Ça n'atterrit pas, et on sait que le premier jeu, parfois c'est souvent un four. On n'a pas la prétention non plus de pouvoir jouir d'une renommée mondiale et internationale, donc on sait que ça va être difficile. Donc on s'est volontairement fixé un petit scope, donc ce sera un jeu de 3h30, 4h, relativement nerveux. On le veut. Quand on a créé le studio, c'était vraiment dans une optique de se dire, voilà, on a tous, à part FX, qui avait déjà travaillé quelques années dans l'industrie, on avait tous une approche très académique du jeu vidéo. On n'avait jamais sorti de jeu, on n'avait jamais, ou alors développé, mais comme ça, un petit peu à l'arrache, etc. Mais on n'était jamais rentré dans le développement d'un jeu plus conséquent. Et donc, au départ, Polygon Valley, c'était surtout pour nous une expérience de formation continue, de se dire, on veut gérer un jeu de A à Z jusqu'à la commercialisation pour apprendre, passer par toutes les étapes, etc. Et donc, c'est vrai que ça enrichit nos cours au quotidien et nos cours enrichissent notre pratique de développeur. Et donc, moi, je suis vraiment dans cette bulle continue de ce que j'apprends en préparant mes cours, je le réinvestis dans mon studio, ce que j'apprends dans mon studio, je le réinvestis dans mes cours. Donc je suis le plus heureux des hommes parce que j'apprends tous les jours en permanence, et donc c'est génial. Et donc, petit jeu, 3-4 heures. Solo? Oui, jeu solo, PC dans un premier temps. PC. Si ça marche, Switch, il s'y prête très bien. Ce sera un bon jeu pour la Switch. Vous avez un éditeur? Non. Et on n'en veut pas. Et voilà, c'est un choix. C'est un choix assumé. C'est un choix assumé parce que, comme je le disais juste à l'instant, on veut gérer tout de A à Z. C'est ça. Ce qu'on veut aussi, c'est se dire, on va d'abord voir, parce qu'on ne veut pas non plus aller trouver un éditeur sans avoir un peu plus d'expérience. On n'a pas encore commercialisé de jeu, donc il faut vraiment qu'on reste très très modeste par rapport à ça. On est très conscient aussi de nos lacunes, de nos difficultés. On ne veut pas se foutre de pression non plus, on veut garder la main sur tous les aspects, que ce soit même au niveau éditorial. Donc notre choix, c'est de ne pas aller chercher un éditeur pour le premier. Alors on a déjà, bien évidemment, comme dans tous les studios, on a déjà 15 idées, enfin c'est surtout Gaël, qui a déjà une quinzaine d'idées pour des suites ultérieures ou pour d'autres types de productions. Et donc, si ça fonctionne, à ce moment-là, on ira effectivement, on ira titiller éventuellement un publisher c'est surtout pour pouvoir asseoir le studio et continuer l'aventure, quoi. Bien sûr. Ok.
C'est intéressant parce que, contrairement à d'autres studios, vous développerez votre propre IP directement. Voilà, c'est ça. Vous ne faites pas de la sous-traitance pour autre chose. Parce qu'on a, de nouveau... Parce que vous avez des reins solides, et parce que vous avez une autre profession à côté. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a cette chance de pouvoir faire un autre boulot sur le côté et de ne pas déjà devoir nous rémunérer, nous. Ouais. Et par rapport aux personnes que nous avons engagées, voilà, c'est coulé dans le marbre. On sait jusqu'à quand. Ouais. C'est clair. Et ça peut être une belle expérience, même si ça s'arrête. Voilà, et même si ça s'arrête, ça restera de toute façon une belle expérience. On a vu passer à l'écran un projet de rénovation de oui. maison. Et donc, je suis curieux là, je ne comprends pas bien le rapport avec le jeu vidéo, mais explique-moi. Alors, donc là, il faut savoir que pour l'instant, comme j'ai dit tout à l'heure, on travaille 80% remote, 20% en présentiel. Les 20% en présentiel, on les fait au TRAC, à Namur, qui nous héberge, qui est un peu l'équivalent de la Grand Poste, qui nous héberge parce qu'on travaille énormément avec eux aussi dans le cadre de la HEAJ. Donc, c'est vrai que parfois, un peu les gens ont du mal à différencier Polygon Valley et HEAJ. Bah oui, fatalement. Et tous ceux qui sont dans Polygon Valley travaillent à la HEAJ, etc. Mais ils sont passés, ça reste deux entités qui sont bien différentes, qui se nourrissent l'une et l'autre, mais ça reste deux entités différentes. Donc, on est résident au TRAC. Mais donc, à terme, ici, Gaël et Gilles ont investi dans un projet de rénovation à Durbuy. Oui. Et dans ce projet de rénovation, donc, il y aura leur habitat, évidemment, il y aura une dimension chambre d'hôte, et il y aura le studio. Et donc, donc vous aurez vos propres locaux. Voilà. Et là, encore une fois, ce n'est pas des locaux uniquement dédié au studio, mais ça s'inscrit dans un projet plus grand qui est viable par ailleurs. Tout à fait. Okay. C'est pas uniquement dédié au studio. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est basé là ? Tout simplement parce que on aime bien le cadre, etc. Parce que c'était une opportunité aussi pour nous. C'était une volonté aussi de Gaël et Gilles de pouvoir justement aussi accueillir la structure dans leur projet. C'est relativement pratique aussi pour tous ceux qui vont aller travailler parce que quand on ira bosser à Durbuy, on peut éventuellement profiter de la chambre d'hôte et tourner comme ça. Et alors, il y avait aussi une dimension stratégique parce qu'il faut savoir qu'on est le premier studio de jeux vidéo en province de Luxembourg. Et donc, en tant que tel, ça peut aussi... Il y a peut-être des soutiens qui pourraient se mettre en place. Okay. Donc voilà. Je voudrais évoquer ton rapport à Walga. Parce que donc, tu fais partie de Walga. Est-ce que c'est à titre de membre d'un studio qui est récent, ou est-ce que c'est ton expérience à la HEAJ qui t'a poussé à la partager au sein de Walga ? Comment est-ce que tu es arrivé dans cette association ? Walga, c'est aussi une belle histoire. Donc pour la petite histoire, c'est Bruno Urbain qui a fondé ça, notamment avec toute une série de camarades à lui, donc à l'époque, qui avait effectivement, la Walga était à la base une association qui avait pour le but de fédérer un peu l'écosystème du jeu vidéo wallon. Puis Jean, qui est passé ici, on parlera mieux, donc on est devenu le coordinateur. Et donc, l'année passée, Bruno et Jean voulaient justement un petit peu donner une nouvelle vie au conseil d'administration. Et ce qui fait qu'ils ont élargi les candidatures pour qu'on puisse retrouver différents pôles dans ce conseil d'administration. Et donc maintenant il y a 4 pôles, donc on est 4 administrateurs officiellement. Il y a encore Laurent Grumiaux qui est là, qui passe de temps en temps à apporter son expertise, mais je veux dire, au niveau du conseil, on est vraiment 4. Donc il y a Bruno qui reste le président, qui reste le CEO de Fishing. On a Sophie Augurel qui représente tout ce qui est financement public, c'est elle qui s'occupe du fonds Wallimage Gaming. Ok, d'accord. Il y a Tommy Malotto qui lui représente un petit peu les startups, donc lui il a un studio de développement VR à Mons, quasi en face de chez Fishing. Et voilà, petite structure, et donc lui s'occupe un petit peu de l'accompagnement de toutes les petites startups. Bruno, lui, reste lead au niveau de tous les studios plus établis, et parce que la Wallonie, parce que c'est quand même aussi une des images de marque de la Wallonie au niveau international, moi je m'occupe de tout ce qui est académique. Donc je coordonne pour la Walga, je vais dire, les différentes actions et j'essaie de centraliser, de voir un petit peu, on a créé une sous-Walga, mais juste pour les écoles, qui est la walga.edu, et donc dans laquelle on retrouve toutes les écoles et toutes les institutions qui sont impliquées dans le développement des compétences du développement ou par rapport aux Game Studies. Donc il y a, qui est-ce qu'on retrouve comme membre ? Fatalement la HEAJ, la HEH Condorcet,
qui sont nos partenaires, la HEPL pour le volet liégeois, Technocité qui est un centre de formation, on a l'AELA avec son bachelier 3D temps réel, et les deux Game Labs, donc Louvain et vous. Et voilà. Et donc moi mon boulot, c'est d'essayer de faciliter aussi la communication entre ces différents organes, partager les bonnes nouvelles, etc. Et donc voir un petit peu comment aussi faire remonter les besoins des instituts de formation jeux vidéo, faire remonter ça au CA. Et donc, quelque part, que le CA puisse avoir, que ces écoles puissent avoir une voix plus importante au niveau du conseil d'administration. Et des gens dans son boulot quotidien, tout simplement. On peut évoquer peut-être la Game Jam liée au voyage princier au Brésil. Parce que on avait déjà tenté l'expérience avec le Japon, oui. C'est-à-dire que la Walga avait soutenu le projet, avec le Liège Game Lab notamment, de développer un partenariat avec des écoles japonaises de création de jeux vidéo et de consacrer 2 jours à la création de prototypes, on va dire, qui étaient présentés lors d'un concours lors de la mission princière au Japon avec la WAKES, et on essaye de faire la même chose au Brésil pour fin novembre. La Game Jam aura lieu le 16 et le 17. 16 et 17 novembre, et puis il y aura le jury qui se réunira lors de cette mission, et le jeu vainqueur remporte un prix qui permet de faire des échanges entre, la fois dernière c'était entre le Japon et la Belgique, cette fois-ci ce sera entre la Belgique et le Brésil, et aussi on essaye de faire tester le jeu vainqueur à la princesse, voilà. Ce qui en soi est une activité de gamification intéressante. Ok, très bien. Écoute, j'ai toute une série de questions, donc je pense qu'il est peut-être temps de passer aux questions. Merci à ceux et celles qui ont proposé de participer de cette manière-là. Il y en a qui concernent certains éléments évoqués beaucoup plus tôt, donc on va peut-être faire de retour en arrière. Oui, pas de souci. Voilà. Qu'est-ce qui fait la spécificité des études à HEAJ? Quelle en est la spécialisation actuelle? Mais peut-être que la spécialisation, justement, c'est d'être généraliste. Oui, tout à fait. C'est d'être généraliste et c'est justement de pouvoir offrir une vue 360 de l'industrie aux étudiants, ce qui leur permet de pouvoir peut-être aussi plus facilement et plus adéquatement choisir un petit peu aussi ce vers quoi ils vont se spécialiser. Et donc on a des étudiants qui, auparavant, si on reprend l'histoire du bac pro, ils faisaient une première année en infographie où ils ne parlaient pas du tout de jeux vidéo, et puis ils devaient choisir pour la deuxième année s'ils allaient faire T-Cart, Game Art ou Game Anime. Ici l'idée c'est on fait du jeu vidéo dès le premier jour, dès le début, donc ils commencent à modeler leur premier perso le 16 septembre. On fait ça dès le début. Une première année, ils doivent tous faire de tout pour qu'en deuxième, ils puissent choisir l'option dans laquelle ils devront se spécialiser. Il faut se rendre compte que ce n'est pas le fait d'avoir un master qui va leur permettre d'avoir de l'emploi. C'est le fait d'être bon. Ça reste. L'industrie reste comme ça. C'est d'ailleurs la question suivante. Quel est ton sentiment sur le milieu de l'emploi dans le jeu vidéo ? La programmation, le développement, etc. En Wallonie et en Belgique, est-ce que tu observes beaucoup d'étudiants engagés c'est encore très tôt. Suite à leurs études. Oui, c'est encore très tôt. On a diplômé les premiers ici au mois de juin. Ouais. Je pense que sur l'accord si on prend juin-septembre, il y en a, je pense, une vingtaine qui ont eu leur diplôme. Ouais. Sur les 20, il y en a, je pense, déjà 12-13 qui ont trouvé du boulot. Ah oui. Oui. Donc, je veux dire, c'est assez rapide. Hein. Oui. Déjà, nous, on en a engagé 2. Il y en a certains. Mais alors, et ça, je trouve que c'est aussi une grosse plus-value par rapport au master, c'est qu'ils ont une plus grosse employabilité. On sait qu'un master, ça développe des compétences qui sont transversales, compétences de recherche, d'analyse, etc. Ça développe aussi, je pense, une certaine maturité. On a gardé ce côté ultra-spécification dans des piliers qui sont les 4 piliers que j'ai cités tout à l'heure. Mais en parallèle de ça, ils ont aussi développé toute une série de compétences qui leur permettent de ne pas juste travailler dans le secteur du jeu vidéo. Et donc, on a, je pense, des profils. Alors maintenant, on verra un petit peu avec le temps, l'expérience, si ça se confirme ou pas. Mais je pense que par rapport à la Belgique notamment, où parfois il y a certains appels à candidature
où le simple fait d'avoir un master suffit pour pouvoir candidater. Je pense qu'on ouvre aussi des portes d'employabilité. On ouvre aussi peut-être des opportunités pour des étudiants qui voudraient pouvoir se lancer dans une carrière professionnelle qui est peut-être très éloignée du jeu vidéo, mais qui permettrait de subvenir à leurs besoins. Et un peu à l'image de ce que nous, on a fait, c'est de se dire, je bosse, je continue à développer sur le côté avec des potes. Quitte à replonger par la suite. Et donc, c'est beaucoup plus difficile, évidemment, quand on est ultra spécialisé dans un domaine et que, je ne vais pas dire qu'on sait faire que ça, mais que ça... Donc, le fait d'avoir un master leur ouvre toute une série de portes au niveau professionnel qu'on n'avait pas avant. Et de fait, on a des étudiants qui ont déjà été engagés comme enseignants, etc. Maintenant, je veux dire, au niveau de l'éducation, il y a énormément de choses qui se passent. On pense notamment à la formation FNTTN, c'est-à-dire tout ce qui est métiers manuels et techniques, etc. On a de l'infographie qui arrive de manière très importante aussi dans les écoles secondaires, etc. Et tout ça, nos étudiants peuvent y prétendre, et avec ce diplôme de master, il n'y a rien à faire, qui leur donne accès. Maintenant, par rapport à l'industrie pure et dure, là, c'est encore trop tôt pour pouvoir dire que le master a plus d'attractivité que le bac. Maintenant, ce qu'on remarque au niveau mondial, c'est que des formations jeux vidéo en 3 ans, ça n'existe quasi plus. Si on regarde les modèles français, si on regarde les modèles américains, on n'est plus que sur du master. Ouais, le Québec, c'est pareil. Au Québec, c'est la même chose. Ouais. Et de toute façon, l'expérience nous montre que 3 ans pour faire du jeu vidéo, c'est un peu juste. Donc, merci pour ces précisions sur le master. J'enchaîne avec quelque chose qui n'a rien à voir. Quel est ton véhicule préféré dans le Gran Turismo ? Alors, j'ai joué au premier. Je dois avouer que j'ai acheté le 7 parce que j'avais un étudiant qui faisait un travail, qui faisait une analyse dessus. J'ai été tellement... j'ai pas eu la patience d'attendre la fin du téléchargement. Ah oui, en fait, ça fait trop longtemps. Ça fait trop longtemps, donc je ne saurais pas dire. Mais j'ai toujours été... Je vais dire, je joue plus à Gran Turismo, mais par contre, j'ai toujours WRC. Et donc, en fait, je suis plus fan de jeux de rallye que de jeux de... Et quoi, Subaru Impreza oui, Colin McRae. Mais ça, c'est notre déformation due à notre grand âge. Voilà, c'est ça. Et donc, même les récentes, allez, un peu de chauvinisme, je joue avec la Hyundai. Mais dès que je sais débloquer la Subaru... tu lui dis au revoir. Ou la 205. La 205 rallye est bien aussi. Est-ce que vous avez des partenariats ou renvoyez vos étudiants vers des sociétés, entreprises ou institutions du nord du pays ? En gros, est-ce qu'il y a des collaborations avec la Flandre ? Alors, oui, on a pas mal d'étudiants qui cherchent aussi en Flandre pour leur stage. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'en Flandre, on a l'Ouest, qui a beaucoup plus d'étudiants que nous. C'est ça. Mais est-ce que vous collaborez avec l'Ouest ? Alors, il y a eu des tentatives par le passé. Là, on est en train de remettre ça au goût du jour parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas du tout concurrents. Leurs étudiants ne viennent pas chez nous, les nôtres ne vont pas chez eux. Donc voilà. Donc on a strictement. Vous ne marchez pas sur les mêmes. Vous marchez pas sur les pieds. On ne se marche absolument pas sur les pieds. Quand eux n'avaient pas de master, ils étaient venus vers nous. Mais malheureusement, le problème, c'est que, et ça, c'est une des faiblesses à laquelle on est en train de pallier. En tout cas, on essaie de faire tout ce qu'il faut, c'est qu'on n'a pas de cours en anglais. Et donc ça, c'est une grosse lacune à laquelle on va devoir... Pour l'internationalisation, voilà, et de toute façon, le jeu vidéo est anglophone, donc voilà. Mais par contre, ce qu'on fait, on multiplie les initiatives. Donc on organise l'année passée, l'initiative de l'ambassade de France en Belgique, on a organisé une grosse game jam, la franco-belge, qui a eu un très gros succès. Ça a bien marché. Ça a superbement bien marché. Donc des étudiants de l'Ouest, de la HEAJ, de Rubica et de Pictura. Et la bonne nouvelle, et je peux l'annoncer, on le sait depuis hier matin, c'est qu'on avait postulé pour un Interreg pour pouvoir débloquer des fonds, pour pouvoir pérenniser ça. Et donc on l'a eu. Félicitations. Et donc on a eu notre Interreg, et donc on remet le couvert en 2025, et cette fois-ci ça sera à Namur. Donc on fait des tournantes entre les 4. L'an passé, on avait été accueillis à Lille, et donc là, ici cette année-ci, en février 25, on l'a fait à Namur, et puis après on retournera en France, puis on ira à l'Ouest. Et donc on organise une grosse game jam. Donc là, c'est une douzaine d'étudiants de chacune des écoles. Après, chaque école est libre d'aller, de composer ses équipes comme elle le sent. Nous, on fait un appel à candidature en M1 et en M2. Et donc on a une douzaine d'étudiants. C'est une semaine complète, 2 premiers jours, avec des conférences, des workshops, plus basés sur les coproductions, les écosystèmes, voir un petit peu... on apprend ce qu'il y a moyen de faire en Flandre, eux apprennent ce qu'on peut faire en Belgique et ainsi de suite. Donc c'est pour justement multiplier un petit peu et que
les futurs des développeurs de demain voient ce qu'il est possible de faire ensemble. Et puis alors on a 3 jours, en tout cas 2 jours et demi de Game Jam. Et le vendredi fin de journée, on a la remise des prix, quoi. Ce que je trouve vraiment positif en t'entendant, c'est qu'on est en train de sortir de la logique de la concurrence locale pour essayer de créer quelque chose de plus large et un écosystème vraiment qui transcende finalement les barrières classiques de la Belgique. Nous, je veux dire, au niveau de Jacquard, on a une position qui est relativement simple. Par rapport à l'OS, comme je l'ai dit, on ne se marche absolument pas sur les plates-bandes. On se rend compte qu'on a les mêmes visions, on a on concourt aux mêmes objectifs. Et donc, quand on parle entre profs, entre collègues, voilà, il y a plein de choses qu'on aimerait bien pouvoir faire ensemble. C'est pas toujours facile parce que il y a la barrière de la langue, etc. Mais pour nos étudiants, c'est parfois un peu compliqué. Mais et puis, on est tous dans nos. Enfin voilà, l'Ouest, c'est aussi une machine de guerre, donc ils ont énormément d'étudiants, donc c'est très prenant. Et donc c'est vrai que parfois on s'oublie un petit peu, mais je veux dire, ce genre d'initiative permet de se revoir et de garder les contacts. Et maintenant, on se voit à la Gamescom, etc. On boit des coups ensemble, donc c'est assez chouette. Et par rapport aux écoles françaises, nous, on est une école publique. Rubica, c'est une école privée. Pictura, c'est une école privée. On est sur des écoles où les Minerval n'est pas loin des 10 000 euros. C'est pas la même chose. Ouais. Donc, nous, tant qu'on peut bosser avec eux, ça va. Eux, fatalement, nous, on commence à avoir beaucoup d'étudiants français parce que c'est moins cher. Et ils sont aussi bien formés. Et en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas moins bien formés chez nous. Mais voilà. Et en France, il n'y a qu'une seule option, c'est les GEMIN. Mais il y a un concours. Oui. C'est la seule école publique, donc, et il faut se taper Angoulême. Donc. Il y a eu un chouette article dans Canard PC. Oui, j'ai lu. Je le signale aux étudiants qui sont intéressés. Écoute, il y a plein de questions. Donc si on les fait toutes, je ne suis pas sûr qu'on va arriver au bout. Mais je vais en pêcher encore je suis à ta disposition. Mais oui, mais je ne suis pas sûr que les étudiants qui sont là ne doivent pas enchaîner avec d'autres cours. Les profs, on leur fera un mot. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de cibler l'une ou l'autre. Il y en a plusieurs sur les liens entre ta profession d'enseignant et ta profession de développeur, enfin de producer. Est-ce qu'il y a vraiment une forme de circulation? Tu l'as déjà dit, mais est-ce que tu as des exemples concrets d'un concept que tu as découvert d'un côté, que tu appliquerais de l'autre, ou inversement, une expérience que tu peux avoir d'un côté qui a enrichi ton enseignement? Est-ce que tu as des exemples très concrets de ça? Je veux dire, je pense que chacun de mes chapitres de cours, l'avantage, c'est que je donne cours sur ce que je vis au sein du studio. Donc, je pense que tous les chapitres de cours s'enrichissent en permanence. Si je dois prendre 2 exemples, le premier exemple, ça a été loin l'image. Donc, tout le dossier qu'on a réalisé en interne avec tout le business plan, etc., il n'y a rien à faire. C'est des choses qui, parce qu'on a dû le faire pour le studio, j'ai pu acquérir les compétences, la visibilité, etc., très rapidement pour pouvoir le réinjecter dans le cadre de mes cours, le demander de le faire à mes étudiants et les accompagner de manière beaucoup plus efficace par rapport à ça qu'une simple vision théorique. Parce que je l'avais éprouvé, j'ai pu déterminer quelles étaient les clés qui faisaient que tel budget ou telle répartition pouvait fonctionner ou pas. Fatalement, ça nous donne et ça crédibilise aussi le discours qu'on a face aux étudiants quand on leur dit voilà, on a remporté le Lois l'image, on a eu le plein pot. Maintenant, je vais vous donner mes conseils pour avoir un Lois l'image. Évidemment, il y a les oreilles qui directement. Oui. Souvent, les oreilles se tendent. Ça rend crédible aussi. Voilà, ça rend crédible. Ou alors un autre exemple, mais parce que je suis en plein dedans pour l'instant. On est en train, donc, quand on fait un jeu vidéo, à un moment donné, il y a la sacro-sainte to-do list qu'on appelle le backlog, avec la liste de tout ce qu'il faut faire. Bien sûr. Et donc, il y a plein de littérature par rapport à ça, il y a plein d'exemples. Et donc, fatalement, l'année passée, on n'était pas encore dans le backlog de Divive. Donc, l'année passée, j'ai eu une approche relativement académique du cours. Je me suis basé sur un cours de production d'un gars de chez Ubisoft, sur 2-3 bouquins super bien faits qui disent comment être un bon producteur et comment faire des bons backlogs. Et donc, j'ai donné un cours relativement académique, mais qui m'a appris plein de choses sur comment l'envisager. J'ai réinjecté ça, parce que on est en train de le finaliser, en tout cas la structure. J'ai réinjecté ça dans le studio, et en le réinjectant dans le studio, en ayant le retour, on s'est rendu compte, ouais, mais ça, c'est pas adapté, il faut qu'on le peaufine, etc. Et donc,
hop, mon cours de backlog de cette année-ci, ça va plus du tout être le même. C'est un excellent exemple. Voilà, c'est ça. Et donc, quand je parlais d'aller-retour permanent, c'est parce que, et ça c'est aussi c'est le travail qu'on fait avec Gaël, etc. C'est vraiment the right person at the right place. Et donc, c'est lui qui gère les attributions au sein du master. Et donc, je pense qu'il le fait un peu exprès aussi. J'ai tous des cours dont il sait très bien que je vais pouvoir réinjecter la richesse dans la gestion du studio. Et en même temps, c'est là que je me sens le plus utile pour les étudiants Bien aussi. sûr, il y a une cohérence globale. Il y a une cohérence et il y a ce sacro-saint syndrome de l'imposteur qu'on a beaucoup dans l'industrie. Oui. Pas que dans l'industrie, à l'université aussi. Ouais. Mais voilà, donc je pense pas qu'il y a une semaine où je me dis pas, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. Mais voilà. Alors, je passe toutes les blagues sur la chambre d'hôte plus studio de développement qui pourraient être mises en place. Des concepts comme des game jam chambre d'hôte ou chambre de jam. Enfin bref, je passe tout ça. En revanche, j'ai une question à partir de là qui peut être vraiment sérieuse aussi. C'est le concept de résidence d'artiste en chambre d'hôte pour développer. Pourquoi pas? C'est une idée que vous avez ou que vous souhaitez explorer ou Parce que nécessairement. On sait que dans le milieu de l'écriture, dans le milieu même du cinéma, tu peux être en retraite quelque part en tant qu'artiste pour travailler sur un scénario, travailler sur un roman, et tu es dans des conditions un peu idéales pendant quelques mois, et ça fonctionne sous forme de bourse ou de concours. Et en voyant les images, je pense que certains y ont directement pensé. Alors, il faut savoir que la chambre d'hôte ne sera pas gérée par le studio. Oui, tu me rassures, parce que là, il y a de la diversification assez oui, large. C'est ça. Ouais. Donc, c'est pas PV qui gère la chambre d'hôte. Oui. Ça reste le business de Gaël et Gilles. Maintenant, connaissant leur ouverture et leur, je vais dire leur affordance pour tout ce qui est culturel, etc. Pourquoi pas? Maintenant, avoir quelqu'un en demeure pendant 6 mois dans une partie de leur maison, je ne sais pas si. Et il ne faudrait pas que les chambres d'hôtes soient prises pour quand nous on va y travailler, parce que moi j'ai. C'est vrai quand même. Le gros avantage, c'est qu'on peut se faire 2 jours full PV en dormant là-bas. Mais okay. ça, c'est eux qui vont gérer ça. Mais pourquoi pas? Mais l'idée, j'aime bien l'idée. Alors peut-être pas là, mais j'aime bien l'idée. Et peut-être que quand ils regarderont la vidéo, ils vont peut-être se dire, c'est ce qu'il faut faire. Bien sûr. Mais même au niveau de la Walga, il y a peut-être quelque chose à faire sur la résidence d'artistes de jeux vidéo. Bref, laissons ça de côté. Je termine par une dernière question sur la relation entre la HEAJ et les entreprises. Oui. Comment est-ce que vous trouvez des lieux de stage? Est-ce que vous avez un réseau d'anciens qui vous ramènent des lieux de stage ou qui vous ramènent des offres d'emploi, des choses comme ça? Comment est-ce que vous structurez, on va dire, la partie alumni et stage? Alors ça tombe bien parce que c'est justement moi qui m'en occupe. Ben oui, je me doutais. Et puis après, on conclura, mais je te laisse donc comment est-ce qu'on gère ça? Il y a différentes manières. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme et B3 Casquettes y contribue. Et donc fatalement, maintenant la HEAJ a systématiquement, donc il faut savoir qu'au niveau de la Walga, j'y suis pas en mon nom propre, j'y suis au niveau de la HEAJ, donc c'est la HEAJ qui fait partie du CA, et moi je suis le représentant de la HEAJ. Même si je fais ça, à titre purement et strict, c'est pas dans mes fonctions de la HEAJ, même si je fais ça à titre purement et strictement bénévole, mais le fait de justement d'être en contact permanent quand on va à la Gamescom, quand on va à la GDC, d'être à la Walga, de m'impliquer dans l'organisation aussi des différents événements qu'elle peut structurer. Il n'y a rien à faire. L'écosystème du jeu vidéo, en tout cas au niveau wallon, ça reste une petite famille, et donc une présence et une visibilité accrue fait que il n'y a rien à faire. Hier, on en discutait encore, on rencontrait le ministre Géolet. Bruno me disait, il faut que je t'envoie 5 demandes de stage, etc. Donc, il y a un peu ce côté RP que j'aime beaucoup faire, je ne vais pas me mentir, qui fonctionne. Donc ça, c'est, je pense que la première clé, c'est effectivement, c'est d'être présent, c'est d'accompagner, et pour ça, la HEAJ a bien compris l'enjeu aussi de pouvoir nous envoyer systématiquement sur des missions. Donc voilà, depuis que je suis dans le jeu vidéo, j'ai fait le tour du monde, j'ai pu aller au Japon, grâce à la Game Jam que tu évoquais tout à l'heure. Oui. J'ai pu aller à la GDC, je suis allé à la Gamescom. Là, ici, on va partir au Brésil. Donc pour ça, je suis très chanceux et très reconnaissant. Mais parce que la Haute École a confiance et parce qu'on arrive aussi à trouver les budgets, un peu de EBI, un peu de la REX, etc. pour pouvoir... c'est d'avoir cette présence. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est pour ça qu'on est dans la Walga. C'est pour ça qu'on est dans la Walga. Et c'est de se dire, à partir du moment où l'écosystème se développe,
ça fait plus d'opportunités d'emploi pour nos étudiants. Donc fatalement, voilà, c'est un cercle vertueux qu'on met en place. L'autre chose, c'est par rapport aux alumni. On n'avait pas de vraie politique d'alumni jusqu'à présent. Le fait de diplômer nos premiers étudiants de master a été une opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer. Et donc maintenant, on a mis en place et donc nos étudiants qui ont été diplômés au mois de juin font partie de la première vague d'alumni. Donc là, maintenant, on a créé ce réseau. Voilà, grand classique, mais c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui sort sans qu'on ait ses coordonnées privées, avec son consentement, bien entendu. On a créé le Discord. On a déjà tout un plan d'action qu'on va mettre en place pour eux cette année-ci, donc barbecue des anciens, ils ont des places réservées à toutes nos game jams, etc. Et donc c'est aussi quelque chose qu'on va entretenir avec le temps, c'est justement de pouvoir garder nos alumni, les inviter à donner des conférences par rapport à leur métier. Ce qu'on a fait un peu avec Ubisoft la semaine dernière, dans le cadre de donc Ubisoft Paris et Annecy sont venus faire un job day à la haute école, et dans l'équipe qui est venue, on avait un de nos alumni, et donc c'est en retissant ce lien et en profitant des premières promos de master qu'on continue. C'est assez fascinant de voir cette éclosion d'un écosystème. Mais je pense que ce qui est important, et je pourrais peut-être terminer là-dessus, ce qui est vraiment important, c'est une discussion que j'ai eue avec Laurent Grumio, donc qui a fondé Phishing avec Bruno, et qui est toujours dans le gars. On s'est vu au Game Camp cette année-ci. C'est que effectivement, il y a beaucoup de studios qui doivent faire la chasse aux publishers, et on enchaîne les entretiens les uns derrière les autres avec les roller coasters et tout ce que ça comporte, avec beaucoup de baffes et très peu d'élus, etc. Et Laurent voulait nuancer ça en disant passez du temps, soyez présents, passez du temps avec des gens parce que vous avez envie de passer du temps avec eux, parce que c'est des relations que vous avez envie de construire. Et votre réseau, il va commencer à se développer un petit peu comme ça. Donc avoir peut-être une approche peut-être plus relationnelle, plus organique que systématique et structurée. Il faut les deux. Mais au bout d'un moment donné, quand on commence à avoir son réseau, c'est pouvoir continuer à entretenir ce réseau, le développer. Et le jour où il faut, Laurent l'a dit, il était sur un jeu. Il n'a pas fait la chasse au publisher. Il a pris son téléphone. En 2 minutes, c'était réglé. Et il a eu les budgets pour le développer. Donc... Merci beaucoup, Christophe, avec grand pour plaisir. ce témoignage enthousiaste et enthousiasmant, donc vraiment très très plaisant. Merci à toute l'équipe de production d'abord, Anissé, Alexis, merci à la technique, Julien, Thomas, Yves, Laurent. Tout ça n'est pas possible sans le soutien du Liège Game Lab, de l'Université de Liège, du département Information, Médias, Culture et Communication. Évidemment, on remercie aussi le Conseil sectoriel de la recherche qui finance les quelques frais que nous avons ici. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission un peu particulière, parce que là, on ne va pas avoir un professionnel du secteur, mais plutôt quelqu'un qui travaille sur l'histoire de presque la préhistoire du jeu vidéo en Belgique. On va parler du DAI, le premier et le seul ordinateur belge. Et ce sera avec Pierre-Yves Hurel. Merci au public et au chat, et merci à Pierre Martin pour la musique. À la semaine prochaine.